Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Allez, on plonge de suite dans un sujet absolument fascinant, l'illusion de nos choix naturels. On a très souvent tendance à croire que nos préférences les plus intimes, que ce soit la couleur de nos vêtements, notre plat préféré, notre métier de rêve ou même nos goûts musicaux, sont le fruit exclusif de notre libre arbitre. Mais en réalité, si l'on prend le temps de tout détailler, on s'aperçoit que bon nombre de ces choix apparemment instinctifs sont méticuleusement fabriqués. C'est une véritable ingénierie sociale invisible qui s'opère au quotidien et qui conditionne nos comportements sans même qu'on s'en rende compte. Au programme de notre analyse, aujourd'hui, on va tout détailler étape par étape, la fabrique de l'individu, le conditionnement par le genre, le poids décisif du milieu social, les mécanismes de la reproduction sociale et enfin, ces fameuses trajectoires improbables qui viennent déjouer le système. C'est parti ? Première partie, la fabrique de l'individu. Ce fameux sculpteur invisible. Pour vraiment comprendre, on peut s'appuyer sur la sociologue Muriel Darmon. Elle propose une vision assez radicale. Écoutez bien cette incroyable accumulation de verbes. L'individu est, je cite, « construit, modelé, façonné, fabriqué, conditionné ». Fin de citation. En clair, l'être humain ne se développe absolument pas en vase clos. Il apprend et intériorise des manières de faire qui sont socialement situées. Le cerveau est littéralement programmé par son environnement dès les premiers instants de la vie. C'est quand même dingue quand on y pense. Ce processus de fabrication, il passe par une méthode redoutable, qu'on appelle l'inculcation. En gros, la famille agit comme le tout premier agent de socialisation. L'enfant navigue tous les jours entre des récompenses, comme un grand sourire parce qu'il a bien dit bonjour, et des punitions ou des réprimandes s'il fait un écart de conduite. C'est un véritable dressage au quotidien, d'une constance absolue, qui transforme un petit être tout malléable en un acteur social, parfaitement conforme aux attentes. Et si l'on s'amuse à tout détailler, on se rend compte que cette inculcation est si puissante qu'elle pénètre littéralement la chair. Des choses qui nous paraissent 100% biologiques sont en fait dictées par le monde social. Ça va de notre façon de nous tenir debout jusqu'à notre seuil exact de tolérance à la douleur ou à la chaleur. L'environnement sculpte nos réflexes corporels bien avant que la pensée logique n'intervienne. C'est tellement ancré en nous que ça nous paraît être une évidence absolue. Deuxième partie, le conditionnement du genre. Le prisme du genre. Dès la petite enfance, le tri commence avec des objets qui ont l'air super innocents. D'un côté, on a les poupées, les dinettes, souvent noyées dans le rose, qui valorisent le soin de l'autre et l'espace domestique. De l'autre, les Legos, les costumes de super-héros, dominés par le bleu, qui poussent plutôt vers l'ingénierie, la conquête et l'action à l'extérieur. Et attention, ce ne sont pas de simples divertissements, ils forgent silencieusement une identité profondément genrée. Et cette division matérielle se transforme hyper vite en attente comportementale stricte. D'un côté, on va exiger douceur, calme et attention, avec une orientation vers des sports comme la danse. De l'autre, c'est l'action, l'aventure et surtout la pudeur émotionnelle, le fameux « un garçon, ça ne pleure pas », avec une poussée vers le judo ou le foot. Ce n'est pas qu'un simple jeu d'enfant, c'est la rédaction anticipée d'un contrat social qui scelle des comportements pour toute la vie adulte. Troisième partie, le poids du milieu social. Le prisme de la classe sociale. C'est là qu'intervient un concept majeur du sociologue Pierre Bourdieu, l'incorporation. Pour faire simple, la famille fonctionne comme un filtre hyper puissant, une paire de lunettes invisibles. On absorbe de manière totalement inconsciente les manières de penser et d'agir de notre milieu social d'origine. Notre héritage économique et culturel se transforme en goûts personnels profonds qu'on croit complètement spontanés, mais qui ne le sont en fait pas du tout. Ce filtre crée des fossés culturels immenses, jusque dans nos temps libres. Dans les milieux favorisés, les loisirs ont bien souvent une rentabilité scolaire latente. On va privilégier le théâtre, l'opéra ou des jeux éducatifs pour forger un capital culturel. Dans les milieux plus modestes, le temps libre est plutôt vécu comme une vraie rupture avec le travail scolaire. On cherche l'amusement pur et immédiat, comme un bal de village ou le jeu des 7 familles, sans calcul stratégique. Et ce conditionnement s'infiltre absolument partout. Si l'on prend le temps de tout détailler dans la vie de tous les jours, c'est flagrant. Les discussions politiques à table, le choix de la chaîne de télé le soir, nos habitudes alimentaires ou encore le stress lié au bulletin de notes. Tout est marqueur de classe. Le gouffre culturel entre un enfant de la classe ouvrière et un enfant d'un milieu très favorisé se creuse silencieusement, jour après jour, directement dans le salon familial. Quatrième partie, la reproduction sociale. Les conséquences macroéconomiques. À l'âge adulte, le piège se referme inexorablement. On se rappelle des dinettes et des costumes de super-héros ? Et bien des années plus tard, ça se traduit par une répartition profondément inégale des tâches ménagères.
Ça explique aussi l'orientation massive des femmes vers les filières médico-sociales et littéraires, tandis que les hommes monopolisent les sciences. Sur le marché du travail, ça crée ce fameux plafond de verre systémique et des écarts de salaire colossaux à compétences égales. Pour résumer l'impact économique pur, les chiffres font l'effet d'un électrochoc. Selon les projections estimées pour 2025, un enfant de cadre devrait percevoir un revenu environ 5 fois supérieur à celui d'un enfant d'ouvrier. 5 fois! Les diplômes, la durée des études et l'accès aux postes à très haute responsabilité restent massivement cadenassés par nos origines. La finalité de cette immense machinerie est vertigineuse, c'est la reproduction sociale. En fait, la société se clone elle-même. Les valeurs et les normes se transmettent pour perpétuer les positions établies. Les enfants de cadres restent des cadres. Les enfants d'ouvriers restent majoritairement ouvriers ou rament énormément pour grimper les échelons. C'est un déterminisme qui agit comme une force de gravité presque impossible à vaincre. Cinquième partie, les trajectoires improbables, la faille dans le système. Alors, la question existentielle qui tue s'impose. Le destin social est-il une prison inévitable? Est-ce que ce sculpteur invisible a le contrôle absolu sur nous, sans aucune échappatoire? Heureusement, la sociologie nous montre qu'il y a des anomalies, des petits bugs dans la matrice. C'est ce qu'on appelle les trajectoires improbables. Ce sont ces personnes qui réussissent l'immense exploit de se détacher de leur conditionnement. Prenez la romancière Annie Ernaux, par exemple, qui s'est extraite de sa condition modeste par une ascension intellectuelle fulgurante, souvent au prix d'un énorme déchirement interne. Ou encore la figure de Billy Elliot, qui explose à la fois son milieu ouvrier et les carcans de la masculinité en choisissant la danse classique. Ce sont des preuves bien réelles qu'un dépassement du système est parfois possible. Mais voilà, ça nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse. Si la couleur de nos vêtements d'enfant, l'inclinaison de notre posture ou encore nos goûts musicaux sont en grande partie programmés, quelle part de notre existence relève véritablement de notre libre arbitre pur et inaltéré? Sommes-nous les auteurs originaux de nos vies ou de simples acteurs qui récitent un script écrit bien avant notre naissance? Une question parfaite pour méditer la prochaine fois qu'on pensera faire un choix complètement naturel.